Riauquet, qui est professeur de philosophie des sciences à Paris-Nanterre et qui a travaillé sur la notion, le concept de sexe biologique, sexe naturel. Donc il y a un livre que peut-être vous avez vu qui s'appelle Sexus Nullus, qui est sorti en 2011. Ouais. Et il y a un autre livre qui s'appelle Cyborg philosophique. 2015, je crois. 2015 et 2011, c'est Cyborg philosophique. Voilà, on va faire dans l'ordre. Merci. Et en plus, je dis ça, mais je peux l'avoir sous les yeux. J'essaie de pas tricher. Donc, Cyborg philosophie, pensée contre les dualismes. Donc, c'est en effet en 2011. Et en fait, dans ta bio, il n'y a pas Sexus Nullus, mais Ah bon, c'est vrai. de Paris-Nanterre. Ah oui. Ouais. Voilà, et des sexes innombrables, le genre à l'épreuve de la biologie, donc justement sur cette approche de sexe naturel, sexe biologique, comment on peut peut-être dépasser ces cadres, si cela est possible. Donc là, on va revenir sur le monstrueux et justement la réflexion de penser l'humain, ou en tout cas dans le monstrueux, et faire suite aux échanges que nous avons eus. Donc je te laisse la parole et après nous aurons un temps d'échange avec la salle. Merci donc à toi, Héloïse. Merci au comité d'organisation. Donc, si j'ai bien compris, Marine Ramblière et Nicolas Bourmeister. Et puis, je voulais aussi dire mon émotion, notamment, de parler devant Monsieur Fischer, qui m'a tant appris et qui a consacré une grande partie de ses recherches à ces questions de monstrueux. Donc, je serais très heureux d'avoir notre échange après mon intervention. Donc, on m'a donné 60 minutes, donc je vais essayer de les mettre à profit efficacement et de ne pas vous ennuyer pendant tout ce temps. Alors, ma question, c'est donc, que reste-t-il du monstrueux ? Dans la vie ordinaire, nous rencontrons rarement le monstre. C'est une créature rare, isolée, inhabituelle. Enfant double ou cyclope, les monstres semblent être des accidents, une exception contingente aux règles de la nature, un phénomène de foire réservé pour quelques musées des horreurs où l'on va se donner des frissons. Tel était, par exemple, l'argument du film Freaks de Tom Browning en 1931, ce que un homme de cirque, Ripley, a appelé l'auditorium, en jouant sur le préfixe, l'adjectif anglais odd, est en réalité, je dirais, doublement pauvre. D'abord, donc, je le disais, au sens où le monstre est rare, et au sens où le monstre est peu inventif. Il s'épuise, je dirais, dans un ensemble de types bien répertoriés, les enfants doubles ou les enfants privés de membres, un doigt de plus, un bras de moins, on en a peut-être vite fait le tour. Dans le même temps, le monde fictionnel fait proliférer les monstres autour de nous. La science-fiction s'en régale, nous abreuvant de formes effrayantes, extraterrestres ou exotiques, envahisseurs ou amis, toutes plus ou moins radicalement aliens. Mais que nous donne-t-on à voir dans ces films, dans ces productions scientifiques, fictionnelles? Vous voyez, soit ces créatures sont cachées, invisibles. Elles sont simplement désignées selon une tournure neutre. On va parler de la chose, the thing, le blob, on l'a vu, it, ça, voilà, c'est quelque chose d'effroyable, mais vague. Soit elles prennent carrément une forme humaine ou presque humaine, pensez aux zombies par exemple, ou à Frankenstein même, soit elles constituent des hybrides de formes déjà connues de nous et qui se trouvent recomposées de manière différente. Monsieur Fischer donnait l'exemple de E.T. de Spielberg. Mais même si on pense à la saga Alien, la figure de l'alien-mère, dans les films de Ridley Scott, n'est jamais finalement qu'un gros insecte vaguement anthropomorphe. Si bien que, sous la profusion des monstres, on rencontrerait toujours les mêmes motifs. Irreprésentable dans son altérité radicale, le monstre ne serait jamais qu'une broderie sur l'ordinaire. Comme le polydactyle, à qui la nature ajoute des doigts, ou le syndactyle, à qui elle en supprime quelques-uns par fusion. Est-ce là une limite de l'imagination, ou bien cette limitation même est-elle constitutive du monstre? Ce qui est radicalement alien ou autre, peut-il être véritablement monstrueux? On est tenté de répondre par la négative. Ce qui n'entretient aucun rapport avec nous sera radicalement inconnaissable, étranger.
pour que la monstruosité naisse, donc, il faut un minimum de similitude. Peut-être ce fond commun de concurrence qui peut prendre la forme de la prédation ou de la volonté de dominer un espace vital. C'est alors que l'effroi naît devant le monstrueux. Le monstrueux, le monstre, c'est celui qui veut me tuer, celui qui veut me manger, celui qui me concurrence. D'une façon ou d'une autre, le monstre m'en veut. Cela semble être en effet une caractéristique essentielle de la monstruosité, qu'on ne l'aperçoive pas sans crainte et tremblement. Cela ne signifie pas pour autant que tout ce qui fait peur soit un prétendant légitime à la catégorie de monstre. Tous les films d'horreur ne sont pas des films de monstres. Mais on comprend bien qu'on ne peut pas traiter du monstre sans conjuguer ces différents critères, et en particulier le fait que le monstrueux, forme rare ou inattendue ou hybride, est toujours associé à de vives réactions émotionnelles. Pourtant, et c'est pour ça que je pose la question « Que reste-t-il du monstrueux ?», la culture met en place des dispositifs très puissants visant à vider le monstre de toute sa radicalité. J'en citerai deux ici. Donc c'est là-dessus qu'on pourra peut-être discuter tout à l'heure, mais le premier, c'est l'humanisme de la différence, pour qui les écarts ne sont jamais que des variations insignifiantes, nous invitant donc à nous décentrer et à nous acclimater au monstre. La parole de Montaigne, je vais y revenir dans un instant, qui veut que le monstre ne soit jamais contre la nature, mais simplement contre l'habitude, en est en quelque sorte emblématique. Face au monstre, il ne faut pas reculer, il faut s'acclimater. Le deuxième dispositif puissant qui aplatit le monstre, ce sont les sciences, comme la tératologie. La tératologie qui s'ingénie à comprendre rationnellement, c'est-à-dire à mettre de la raison là où il y avait de l'effroi. Cela passe par la traduction rationaliste des monstres, pour qui, je reprends des exemples déjà évoqués tout à l'heure, les proboscides seraient des éléphants, les sirènes seraient des lamentins et les licornes des narvals. C'est un premier dispositif, mais le deuxième dispositif, à l'intérieur de la tératologie, c'est de se demander quels accidents conduisent, orientent le développement. Et ici encore, le monstre est bien dans la nature et pas contre la nature. On s'ingénie à vider son existence de tout caractère dérangeant ou surprenant. Donc, voilà la situation. Des monstres qui sont à la fois des réalités biologiques et des créatures d'imagination, et qui, quoique repoussantes, ont un immense pouvoir de séduction sur nous. D'autre part, un monstre qui semble n'être qu'une exception aux règles ou un accident, ou une recomposition d'éléments connus, et pourtant qui produit l'effroi, qui produit la peur. Alors qu'est-ce que sont ces monstres ? Le monstre, je dirais, c'est d'abord l'individu que l'on montre sur les foires. Il est l'objet d'une monstration, on l'a dit, depuis les racines latines. De même, dans les cabinets de curiosité ou d'histoire naturelle, le monstre est remis au taxidermiste, il est mis en bouteille de formol et conservé pour l'étonnement du public. Il est donc moins défini peut-être par sa conformation que par les affects ou les émotions ou l'intérêt qu'il suscite. Donc le monstre est d'abord de notre fait, dira-t-on, c'est d'abord un nom que nous donnons à certains êtres. C'est une qualification. On identifie des monstres. Par ailleurs, s'il y a bien des composants objectifs de la monstruosité, peut-être faut-il les chercher d'abord du côté du chimérique. Le monstre, c'est la chimère, c'est le composite, c'est la recomposition d'éléments déjà connus. Mais alors pourquoi, donc, je demandais, un tel effroi lui est associé ? Est-ce l'hybridité du monstre qui effraie en lui, et en ce cas, qu'est-ce qui nous révulse dans l'hybridité ? Ou bien est-ce la nature même des éléments qui composent le monstre qui le rendent repoussant ? Ainsi, quand la tête de Méduse est ornée de serpents, qu'est-ce qui nous pétrifie ? Le caractère inédit d'une telle composition, la présence de serpents honnis en lieu et place de la chevelure, ou bien est-ce le fait que les serpents, voire la tête elle-même, repoussent sans cesse quand bien même on la coupe ? On comprend donc qu'il y a différentes qualifications du monstre. Est-il l'inédit ? Et notre peur ne serait donc qu'un masque placé sur une surprise bien légitime. Est-il une figure de l'ennemi ? Et en ce cas, notre peur du monstre serait l'expression d'une peur ancestrale.
Darwin notait par exemple que la haine congénitale du singe pour les serpents. Et de même, nous craindrions viscéralement certains insectes ou reptiles sans pouvoir rien y faire. Mais il faut ajouter à cela que la monstruosité n'est pas simplement une qualité physique. Le problème du monstre se situe à l'articulation entre, d'une part, des anomalies de la forme, celles qu'on conserve dans le formol ou qu'on empaille, et puis le monstre moral, qu'il s'agisse de Médée, la mère qui assassine ses enfants, de Néron, que Racine décrit dans Britannicus comme un monstre naissant, ou Néron qui, selon Diderot, s'était fait gloire d'avoir égorgé 3 millions d'hommes, ou plus récemment, la figure du bourreau nazi, ou encore peut-être la figure de Gauguin, j'y reviendrai en conclusion. Donc, quel est le plan de mon exposé? Alors, c'est un plan vraiment scolaire, hein. Je vais faire définition, conditions de possibilité, valeur du concept, ou alors je vais passer de considérations d'épistémologie générale à des considérations de biomédecine et à des considérations de morale et d'esthétique. Voilà. Donc, si vous voulez avoir une vague idée de notre itinéraire, voilà. Maintenant, mon PowerPoint consiste uniquement en citations qui accompagneront mon propos. Donc, pour commencer, ces questions de définition et d'épistémologie. Puisque la question qui se pose, c'est de comprendre ce qui peut faire monstre. Ce qui peut faire monstre, et je dirais que la première définition qui nous en vient, c'est le composite, l'hybride, la chimère. Donc je cite ici un passage des Méditations métaphysiques de Descartes. Car de vrai, les peintres, lors même qu'ils s'étudient avec le plus d'artifice à représenter des sirènes et des satyres par des formes bizarres et extraordinaires, ne leur peuvent pas toutefois attribuer des formes et des natures entièrement nouvelles, mais font seulement un certain mélange et composition des membres de divers animaux. Ou bien, si peut-être leur imagination est assez extravagante pour inventer quelque chose de si nouveau que jamais nous n'ayons rien vu de semblable, et qu'ainsi leur ouvrage nous représente une chose purement feinte et absolument fausse, certes, à tout le moins, les couleurs dont ils le composent doivent-elles être véritables. Donc le vert, par exemple, dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Le monstre est donc composé, toujours, d'éléments déjà connus. C'est une chimère. Ce qui sert paradoxalement à Descartes dans son argumentation à nous dire que toutes les choses réelles sont en fait imaginaires. Bon, c'est une autre affaire. À l'ancienne chimère imaginée, il faut ajouter les chimères nouvelles produites par la science. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Je cite ici Nicole Le Douarin, qui en avait fait grand cas dans un livre en 2000. Les sciences de la vie, notait-elle, ne se limitent plus, comme à leur début, à l'étude des formes vivantes et à leurs propriétés. Elles acquièrent le pouvoir d'intervenir dans leur genèse, leur fonctionnement. Elles agissent désormais sur les gènes ou sur les facteurs de développement dont on ne pouvait auparavant qu'observer les effets de l'extérieur. On peut maintenant modifier les gènes, ainsi que le moment et le lieu de leur expression à l'intérieur de l'organisme entier, mais aussi transformer l'environnement des cellules pour en changer le destin. Tout cela, vous l'avez vu avec beaucoup de détails dans l'exposé de M. Burmeister. Alors, la chimère, on le voit ici, n'est plus seulement un objet d'imagination, elle n'est même plus une donnée qu'il s'agit de collecter, de décrire, de conserver dans un musée. Elle est constamment produite par la biologie qui recombine, qui déplace, qui fait varier, qui réalise les potentialités, qui explicite l'implicite, qui explore les possibles, comme l'avait noté Debru dans un livre de 2003 sur les biotechnologies, le possible et les biotechnologies, avec à la clé de nouvelles connaissances et de nouvelles perspectives pour la médecine et l'industrie. Cela nous invite à rappeler que le monstre n'est pas qu'une créature de fiction. Et tous les philosophes y insistent, c'est une créature naturelle. Il est dans la nature, construit selon les lois de la nature. Le thème est ancien, et même Aristote, dont on pourrait penser que c'est un des critiques du monstre les plus fermes, nous dit « Le monstre est un être contre nature, mais aussitôt il doit concéder, non pas contre toute la nature, mais contre la nature telle qu'elle se présente le plus souvent. » Donc, même ici, l'affirmation la plus radicale du contre-nature s'accompagne d'une concession. Les anomalies se comprennent mécaniquement. On l'a évoqué avec cette idée que la matière qui prend forme est plus abondante que l'exige la nature de la partie à former. Tout ça, c'est dans la génération des animaux, au livre 4. Le thème est repris par Cicéron dans le De Divinationes. Tout être qui naît
quel qu'il soit, a nécessairement une cause naturelle, de sorte que, s'il existe contre la coutume, contra consuetudinem, il ne peut cependant exister contre la nature. Et enfin, on trouve cela donc chez Montaigne, dans les Essais, où il est rappelé « Nous appelons contre nature ce qui advient contre la coutume, rien n'est que selon elle, quel qu'il soit. Que cette raison universelle et naturelle chasse de nous l'erreur et l'étonnement que la nouvelleté nous apporte. » Donc ici, on le voit, si le monstre étonne, la raison en est d'abord le caractère exceptionnel ou inhabituel du monstre. De ce caractère singulier, Montaigne note que le monstre est sans doute produit selon la règle, simplement nous ignorons la règle. D'où l'invitation de Montaigne de changer de point de vue. Si nous adoptions le point de vue de Dieu, alors le monstrueux n'aurait rien de monstrueux. Voilà. Ce que nous appelons monstres ne le sont pas à Dieu qui voit l'immensité de son ouvrage, l'infinité des formes qu'il y a comprises. De toute sa sagesse, il ne part rien que de bon et commun et réglé, mais nous n'en voyons pas l'assortiment et la relation, note Montaigne. Donc changeons de point de vue pour aplatir encore plus le monstrueux. Ainsi compris, le monstre a un intérêt épistémologique. Pensons à Francis Bacon, à la Révolution scientifique, pour qui le monstre, c'est le moment où la nature soulève le voile de ses opérations. Il est très difficile de savoir comment la nature fait les enfants, tant qu'elle les fait régulièrement. Mais quand on voit apparaître un enfant monstrueux, alors on a un voile de la nature qui se soulève quelque peu, c'est l'image, pour apercevoir quand les choses se dérangent, quand l'ordre se dérange, on comprend mieux l'ordre implicite qui était si difficile à percevoir. Donc ces écarts de la nature sont décrits comme un moyen de corriger les faux axiomes. La témérité des propositions générales s'effondre devant l'exception monstrueuse. C'est une leçon que Diderot et d'Alembert sauront retenir dans l'encyclopédie. Ainsi compris, le monstre, on le voit, rentre dans l'ordre. Il disparaît en tant que monstrueux. Il n'est qu'une exception, une singularité que la stérilité rend transitoire. On peut le voir, par exemple, par l'évolution des positions de Buffon sur les mulets. Les mulets, donc, ce sont les hybrides entre deux espèces. Au départ, Buffon est convaincu que les mulets sont stériles et entièrement stériles. Et puis, il évolue sur cette question. Voici un passage assez tardif dans l'Histoire naturelle, 1766, au tome 14. « Et ce mulet, qu'on a regardé de tout temps comme une production viciée, comme un monstre composé de deux natures, et que par cette raison, on a jugé incapable de reproduire lui-même et de former lignée, ce mulet n'est cependant pas aussi profondément lésé qu'on se l'imagine d'après ce préjugé, puisqu'il n'est pas réellement infécond et que sa stérilité ne dépend que de certaines circonstances extérieures et particulières. » Donc là, ce qui est très intéressant, c'est de voir, tant qu'on pense le mulet comme stérile, il est monstrueux. Dès lors qu'on s'aperçoit qu'il a un certain degré de fécondité, il est sorti de la monstruosité, il rentre dans la règle. Donc c'est très impressionnant ici. Et évidemment, dès que le monstre se reproduit, il n'est plus si monstrueux, semble-t-il. Et cela a plusieurs conséquences. Au XIXe siècle, Camille d'Arrest, puis au XXe siècle, le biologiste Étienne Wolff notamment, pouvons montrer que la science a tout pouvoir de produire des monstres à volonté. La tératologie, donc étude des formes monstrueuses, est remplacée par une tératogenèse. La science de produire, ou elle se double en tout cas de la science de la production expérimentale des monstres, tendance qui va être très approfondie au XXe siècle, avec l'irradiation au rayon X, bien connue depuis les travaux de Müller dans les années 30, et dont on a pu évoquer à plusieurs fois le rôle des différents tératogènes, la thalidomide, les perturbateurs endocriniens, etc. Je n'y reviens pas. Dans tous les cas, on voit que l'étude de la monstruosité est liée à la connaissance des mécanismes du développement, et l'on peut voir actuellement, dans le cadre de la crise sanitaire, des agénésies des membres supérieurs, c'est comme ça qu'on dit, je crois, comment, ici, on voit que, je dirais, la connaissance scientifique du phénomène contribue à dégonfler tout effroi potentiel. Il n'y a pas de crise sanitaire, nous disent les pouvoirs publics, en tout cas ils le disaient jusqu'à très récemment de cette manière. Il n'y a pas de crise sanitaire parce que la statistique, on n'est pas en dehors des règles de la statistique. La production d'enfants
agénésique n'est pas finalement si surprenante. Voilà. Donc, on voit ici comment la connaissance scientifique sert à dire « ne vous effrayez pas, il ne se passe rien d'extraordinaire ». Donc, c'est très frappant. Donc, c'est ce que j'appelle donc la manière, disons, scientifique ou tératologique d'aplatir le monstre. Hein. On en a un bon exemple dans le matérialisme naturaliste d'un d'Holbach. Ce que nous appelons des monstres sont des combinaisons avec lesquelles nos yeux ne sont point familiarisés et qui n'en sont pas moins des objets nécessaires. Donc, nécessité du monstre, il est produit selon les lois de la nature. Finalement, ce monstre normalisé ou naturalisé devient un simple synonyme de différence. C'est ce que montre, je l'ai évoqué, le film Freaks. C'est également en ce sens que l'utilise Hitchcock. Alors, je me suis demandé dans quel film, mais je crois que c'est la 5e colonne. C'est un type accusé d'espionnage qui s'enfuit et qui aboutit dans une roulotte de cirque. Vous vous souvenez peut-être de cette scène? Et donc, il est poursuivi par la police. Et puis, donc, il y a une mini-démocratie qui se met en place entre les sœurs siamoises qui se disputent, le nain un peu mesquin, la femme à barbe généreuse. Vous voyez, il y a un débat démocratique qui se met en place dans la roulotte de nuit, alors que la police arrive pour chercher le type accusé à tort de trahison. Et on voit bien dans cette affaire comment les monstres, finalement, sont finalement des individus, chacun selon sa nature ou ses préférences, qui a voix au débat politique. Donc, notre société est à l'image de cette micro-société monstrueuse. La société démocratique, c'est la voie où tout un chacun, quelle que soit sa différence, a voix au chapitre. Le monstre disparaît dès lors qu'il est normalisé, envisagé sous sa face bon enfant et humaniste. Nous sommes tous des monstres, et en ce sens, chaque organisme est une incarnation singulière des règles générales de la nature. Nous sommes tous des cas uniques, et en un sens conformes, et en un sens déviants. Je dirais que c'est aussi ce que nous donnait à voir le zoologue suisse Émile Guyénot dans les années 30, quand il expliquait que des grands groupes zoologiques étaient des mutants monstrueux. Par exemple, les phoques ou les cétacés sont simplement le résultat d'une atrophie des membres. Les pattes palmées des animaux aquatiques ou volants sont également, disons, autant de monstres prometteurs enregistrés par la taxinomie. Donc on peut relire l'ensemble des formes naturelles selon cette conception aplatie du monstre. Et cela n'est pas sans effet esthétique. Je dirais, là où Goya pouvait écrire « Le sommeil de la raison enfante les monstres », là où Valéry écrivait « Le supplément nécessaire d'un monstre, c'est un cerveau d'enfant ». Eh bien, on voit à l'inverse que l'activité scientifique de la tératologie montre une science qui n'a pas de problème à être infestée de monstres. Jean Rostand parlait d'étang à monstres. Hein. On peut dire que voilà, la société est un vaste étang à monstres, mais ces monstres ne sont plus réellement monstrueux. Les formes fantastiques sont repensées et reconstruites dans un souci de science positive, aplatissement du fantastique, donc dans la pensée rationaliste. Donc voilà un peu l'itinéraire de notre première question de définition. Le monstre apparaît comme une exception, une singularité, mais du coup, il est entièrement naturel. Demandons-nous maintenant, donc ce serait la question des conditions de possibilité, si cette conception humaniste, démocratique et scientifique de la monstruosité normalisée ne fait pas peu de cas, finalement, de nos réactions, je dirais, effectives et affectives à la monstruosité. D'une part, elle fait assez peu de cas du caractère exceptionnel du monstre, le fait qu'il est frappant parce qu'il est d'abord une rareté ou une curiosité. Un géant, par exemple, on pourrait croire que c'est simplement un grand homme qui ne diffère du commun des mortels que par une simple différence de quantité, mais on pourrait dire que quelque chose se joue dans le géant, qui est qu'en étant grand au-delà d'une certaine limite, il y a aussi une mutation de qualité qui s'opère. Cela se marque en anglais, par exemple, par la différence qui est faite entre deux mots pour désigner ce qu'en français on appelle nain, ou on appelait nain, je ne sais pas si le terme est encore utilisé aujourd'hui, mais donc en anglais on peut distinguer midget ou dwarf. Midget, c'est le petit homme, donc c'est celui qu'on voyait dans le cirque Barnum et qu'on appelait Tom Pouce. Il est parfaitement proportionné comme
un adulte, mais il est de taille miniature, il mesurait 1 mètre et quelques, je crois. Alors que le dwarf va représenter un ensemble de malformations ou d'altérations, comme l'achondroplasie, les membres inférieurs raccourcis. Donc sans doute, peut-être M. Fischer nous éclairera là-dessus, mais un biologiste du 19e siècle ne les aurait pas dit monstrueux de la même manière, car la façon dont ils font écart à la norme est différente. D'autre part, l'aplatissement du monstre, ce que j'appellerais l'aplatissement du monstre, ne semble pas prendre en compte une question fondamentale, l'idée que la monstruosité est associée à une notion d'imperfection ou de laideur. On l'a un petit peu évoqué aussi tout à l'heure. Imperfection ou laideur. Le monstrueux n'est pas beau. Alors, ici, vous avez une définition dans un texte de Vandermonde, que M. Fischer connaît bien également, et c'est sur la manière de perfectionner l'espèce humaine, 1756. Le beau, comme le difforme, dit-il, donne des idées de rapports plus ou moins parfaits. Donc, le beau, c'est la proportion. La beauté réside dans la proportion et la symétrie. Elle est donc, écrit-il, répandue partout, mais en est-il de même du monstrueux? En vérité, on peut se demander si il existe quelque chose comme une physique ou une chimie monstrueuse. Je ne crois pas. Le monstre ne frappe que les vivants. Et donc peut-être qu'on gagnerait en clarté en notant avec Kant la distinction suivante entre différents termes. Kant distingue en effet dans le paragraphe 26 de la critique de la faculté de juger le monstrueux, proprement dit, du colossal et du sublime. Le colossal, c'est un peu, je dirais, le gigantisme architectural. Voilà. C'est immense, quoi, c'est énorme. Et de la même manière, donc on le trouve dans les artefacts. Le sublime, c'est dans le domaine des choses naturelles inanimées. Par excellence, le ciel étoilé au-dessus de nos têtes, l'infini du monde, voilà. Ça, c'est sublime. Ça ne sera pas monstrueux, vous voyez. Donc, on voit plusieurs situations qui suscitent une sorte d'inconfort épistémique ou affectif, hein, où l'humain se sent disproportionné, petit, infinitésimal. Mais on voit que le monstrueux n'affecte que, proprement dit, à proprement parler, le champ organique. Et Kant nous explique que ce qui est monstrueux dans le monstre, c'est que la finalité ou la fin qui en constitue le concept se trouve anéantie. Donc, simplement pour expliquer un peu ce point, un robot ou une machine, comme le Terminator par exemple, ne pourra pas être dit monstrueux. Même si cette machine est effrayante, elle ne sera jamais monstrueuse dans la mesure où elle n'est pas vivante. Peut-être elle peut emprunter à la monstruosité en mimant le vivant, par exemple. Mais ça ne sera pas exactement la même chose. Donc, on dira, l'inflexible machine incarnée par Schwarzenegger n'est monstrueuse que parce qu'elle avance sous un masque vital, qu'elle prend le vivant pour cible. C'est ça qui est monstrueux. Mais au sens strict, il n'y aura pas de monstre mécanique, pas de monstre minéral. C'est pourquoi, en fait, c'est l'alien, plus que le Terminator, qui est la figure emblématique du monstrueux. Or, qu'est-ce qui est monstrueux dans l'alien? C'est quelque chose que nous devons éclairer. Quand bien même on m'expliquera la nature des aliens, quand bien même ils seront disséqués et analysés sous mes yeux, on me les rendra plus familiers, mais me les rendra-t-on plus sympathiques? Voilà, c'est ça la question que je vous pose ce soir, sans vouloir vous faire des cauchemars. Je persisterai sans doute à les nommer monstrueux, car ils attentent, d'une certaine manière, à mes fonctions vitales. De même, et c'est là que le parallèle grince un peu, hein, c'est à dessein que je le fais de cette manière, de même, les personnes atteintes de nanisme ou les victimes de la thalidomide, quand bien même plus personne aujourd'hui ne les appellera monstres, elles n'en demeurent pas moins frappées d'une différence qui peut susciter la surprise, la gêne ou l'embarras. Simple défaut d'habitude? Peut-être pas. S'il n'y a pas de monstres minéraux, c'est que la monstruosité
est lié à une certaine valeur vitale. Alors, premier point pour expliquer cet argument, je vais encore une fois chercher Montaigne, cette fois dans l'Apologie de Raymond Sebon. L'histoire est la suivante, en fait. Le contexte, si vous voulez, le point que je veux établir ici, c'est le suivant. L'humain est d'abord défini, dans la culture classique en tout cas, par la perfection d'une forme. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, dans l'homme de Vitruve. Vous voyez, l'être humain, là, masculin toujours, est pris entre un cercle et un carré. Perfection d'une forme. Alors c'est très étonnant parce que personne ne dit que l'être humain, c'est celui qui a 2 bras, 2 jambes, qui se tient debout, etc. Enfin, qui se tient debout, un petit peu, on peut le trouver, mais c'est rare de définir l'humain par sa forme anatomique, à laquelle le monstre fait exception. En revanche, on définit souvent le monstre l'humain par le fait qu'il possède la raison, qu'il ait de l'humour, qu'il regarde le ciel ou je ne sais quoi. Donc par des critères spéculatifs. Alors voici l'histoire. Voici un enfant qui naît et qui est tellement monstrueux qu'on ne sait pas si on doit le baptiser. Donc c'est l'abbé Ménage qui raconte cette histoire. Et c'est l'histoire est reprise ensuite dans la littérature classique. On la trouve dans l'essai sur l'entendement humain de John Locke. C'est l'histoire connue sous le nom de l'abbé Malotru, parce que Malé Astrucus naît sous un mauvais astre, sous une mauvaise étoile. Et ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on baptise l'abbé Malotru, enfin celui qui deviendra abbé, mais l'enfant, on le baptise par provision. C'est-à-dire on l'introduit dans la communauté humaine de manière provisoire, en attendant qu'il fasse la preuve de son humanité. Parce que précisément, par sa forme, il en fait défaut. Il est en défaut. Or ici, ce que nous raconte Montaigne, en reprenant un thème à Plutarque, il est dit que si Circé eût présenté à Ulysse 2 breuvages, l'un pour faire devenir un homme de folle sage, l'autre de sage folle, qu'Ulysse eût dû plutôt accepter celui de la folie que de consentir que Circé eût changé sa figure humaine en celle d'une bête. Et disent que la sagesse même eût parlé à lui en cette manière, « Quitte-moi, laisse-moi là, plutôt que de me loger sous la figure et le corps d'un âne. » Donc c'est ça l'histoire. En gros, on demande à Ulysse de choisir entre rester sage sous la forme d'un âne ou perdre la sagesse, devenir fou, folle, mais garder cette précieuse forme humaine. Et la sagesse elle-même est venue supplier Ulysse de l'abandonner pour qu'il conserve cette magnifique forme, en fait. Donc c'est ça le paradoxe que je veux évoquer ici, c'est que les humains qui sont si fiers de leur esprit, de leur sagesse, etc., sont pris d'une terreur panique dès lors que leur forme est affectée. Et il y a plein d'histoires dans la littérature classique, je pense notamment à l'essai sur l'entendement humain de Locke, où on raconte que si un perroquet arrivait, se posait sur mon épaule et me dit « Je suis ton père », ben j'aurais beaucoup de mal à le reconnaître en fait et à l'accepter comme tel. Car ce qui prime, c'est l'apparence humaine, en fait, plus que la démonstration de la raison. Les bêtes auront beau avoir toute la sagesse, toute la raison, elles ne seront jamais humaines si elles ne nous ressemblent pas. Donc, voilà le premier paradoxe, si vous voulez, qui peut expliquer une partie de l'inconfort. Je cherche les conditions de possibilité de la monstruosité. Une partie de l'inconfort face à ce qui fait exception à la forme. C'est que la forme est plus qu'un accident pour notre raison, elle est ce en quoi nous nous incarnons par excellence, en ce en quoi l'humanité s'incarne par excellence. Il y a peut-être une part de boutade de la part de Montaigne, mais on a bien ici une première manière de comprendre l'effroi suscité par le monstre. Il n'est pas seulement une exception singulière à la forme commune, il remet en question notre définition même de nous-mêmes comme humains. Deuxième point important, c'est de dire que c'est bien le vital qui est mis en question ici. Ici, les analyses de Canguilhem, de Georges Canguilhem, nous sont utiles. L'existence des monstres, note Canguilhem, met en question la vie quant au pouvoir qu'elle a de nous enseigner l'ordre. Donc là, on voit, c'est le monstrueux comme exception singulière qui vient rompre l'ordre. Le caractère premier du monstre, son caractère effarant, n'est pas seulement qu'il ait une singularité ou un phénomène localisé que l'on peut identifier et dire voilà, ça c'est un accident, c'est qu'en fait,
Le pouvoir du monstre vient de ce qu'il sape notre confiance en la régularité de la nature. C'est une exception qui ne se laisse pas cantonner en quelque sorte, qui ne se laisse pas circonscrire. Un monstre survient et c'est toute la nature qui s'écroule en tout cas, toute notre foi dans la nature et les assurances qu'on pouvait tirer en fait sur sa régularité. Si la constance suscite la confiance, l'accident va susciter l'effroi. Comme le dit Canguilhem, en outre, la monstruosité m'affecte par deux fois. Elle m'affecte comme ce qui aurait pu m'advenir à moi, donc c'est contingence de ma propre existence, de ma propre perfection, et elle m'affecte comme ce qui pourrait advenir par moi. Donc c'est ça le double niveau. Ainsi, on peut dire l'exception ne confirme pas la règle, comme on le dit par abus de langage. L'exception ne prouve pas, elle éprouve la règle, au sens latin véritable du verbe probare, exceptio probat regulam. L'exception monstrueuse est donc un événement, une exception locale et singulière qui survient sur la toile de fond bien réglée de la nature, mais qui, par son irruption même, menace de disjoindre le cadre même de la nature et de le renverser. Donc l'apparition du monstre risque fort de ne laisser à sa suite qu'un désastre ou un chaos. Je continue un peu avec Canguilhem qui a produit des réflexions très importantes pour comprendre justement en quoi le monstrueux suscite l'effroi en fait. La vie est pauvre en monstres, écrit Canguilhem, alors que le fantastique est un monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, en introduction. Le champ du monstrueux est plus étroit qu'on ne le pourrait croire, mais, comme on vient de le voir, il est beaucoup plus, il est très redoutable, il est redoutable. Canguilhem note la chose suivante. C'est la monstruosité, c'est la troisième citation en bas, là. C'est la monstruosité, et non pas la mort qui est la contre-valeur vitale. Le contraire de la vie, ça n'est pas la mort, c'est la monstruosité, nous dit-il. C'est la menace permanente et inconditionnelle de décomposition de l'organisme, c'est la limitation par l'extérieur, la négation du vivant par le non-vivant. Et là, c'est très intéressant parce que vous voyez, la mort, donc, menace permanente et inconditionnelle de décomposition de l'organisme. Mais la monstruosité, menace accidentelle et conditionnelle d'inachèvement ou de distorsion dans la formation de la forme, limitation par l'intérieur, la négation du vivant par le non-viable. Or là, ce que Canguilhem s'efforce de distinguer, la mort et la monstruosité, sont en réalité deux processus dont on peut s'interroger en fait sur un certain degré de parenté, vous voyez. Il y a des maladies, je pense, qui sont à la fois monstrueuses, c'est-à-dire c'est pas simplement ça aurait pu m'arriver d'être monstrueux, ça pourrait encore m'arriver. Et il y a quelque chose qui travaille en nous, qui est le vieillissement, qui est la maladie, et qui va nous rendre en quelque sorte comme les monstres de nous-mêmes. Donc, voilà, par l'avancée vers la mort, il y a aussi quelque chose qui rejoint la monstruosité. Dernier point, et je dirais biologique, je pense que Canguilhem a péché, peut-être trop marqué ici par la tératogénèse, dont il a été beaucoup question aujourd'hui, les monstres par excès et par défaut de l'ancienne tératologie. Monstres qui brodent sur la forme normale de l'organisme. Et que du coup, Canguilhem, qui n'a pas vu beaucoup de films de science-fiction peut-être, ou pas assez, ne voit pas que le monstrueux, c'est aussi le vivant poussé à l'extrême de sa puissance. C'est aussi la puissance vitale qui excède les normes. La vie proliférante dans son fonctionnement le plus ordinaire, qui mobilise des ressources pour assurer la propre multiplication de sa forme. Toute vie est prédation, colonisation, pollution, toute vie est emprise. Et c'est peut-être là ce qui est véritablement monstrueux, si l'on suit la leçon de l'Alien de James Cameron, du Frankenstein, ou bien la vie cadavérique rendue à son dynamisme prédateur, ou bien encore, c'est cela peut-être la monstruosité véritable de Méduse, que j'évoquais tout à l'heure, son pouvoir infini de régénération. Le monstre comme pur pouvoir vital, libéré de toute contrainte, libéré de toute limitation.
le monstre serait donc comme un cancer, une prolifération de cellules que plus rien ne saurait arrêter. Autrement dit, le monstre serait l'activité même de la vie, se niant elle-même par son débordement. Je ne sais pas, relisez par exemple, qu'est-ce qu'il y a de monstrueux chez les Martiens de H.G. Wells dans La Guerre des Mondes? C'est qu'ils prolifèrent, ils envahissent tout en fait. Et il y a quelque chose comme ça de cette vie incontrôlable qui, il me semble, traduit bien un sens du monstrueux qui n'a peut-être pas été assez mis en avant aujourd'hui, parce qu'il est surprenant au sens où c'est le fonctionnement même de la vie, en fait, de sa multiplication. Il y a un très beau film qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelle Life d'ailleurs, qui se passe dans l'espace, avec une jolie petite créature très mignonne qui s'appelle Calvin et tout. Tout le monde l'adore, on lui donne un nom, puis en fait ça devient, ça mute, enfin, ça se métamorphose, voilà, et ça devient quelque chose de très dangereux. À cette dernière piste, c'est non seulement que le monstrueux est naturel, comme on l'a vu, il est dans la nature, c'est qu'il est vital. Il est peut-être même l'essence de la vitalité. Au monstre singulier et stérile de la tradition succède la monstruosité de la vitalité dans sa prolifération, en fait. Dernier point, donc, valeur. Dès lors, il faut, outre cela, nous demander ce qui fait la monstruosité du monstrueux. Depuis le début de cet exposé, je répète que le monstre est naturel, qu'il suit les règles tout en les éprouvant, qu'il est comme un voile levé sur les fonctionnements secrets de la nature. J'ai même ajouté qu'il était inscrit dans le processus même de la vie, tout ça. Mais si le monstre est entièrement naturalisé, reste la question de cet effroi qu'il suscite pour savoir si elles sont domesticables. Sur cette question, on a vu une première piste, c'est que nous serions effrayés par le monstre par une sorte d'atavisme, en fait. C'est l'ennemi héréditaire qui serait l'effroyable monstre, sous toutes ses formes. En fait, premier point ici, le monstre a fait sens, pleinement sens, dans une problématique religieuse, dans une conception religieuse providentialiste du monde, où il était, avant tout, l'expression de la faute ou du péché, où il était avertissement. Chez Scipion Duplex, dans La physique, c'est un très beau livre, une belle synthèse du XVIe siècle, on lit que le monstre est admonestemens, le signe du péché, de la punition divine, la manifestation de la colère céleste. Il naît dans des conditions particulières, il est le signe d'une faute. Il y a bien donc une actualité dans la traduction latine qui veut que le monstre soit lié au prodige, qu'il soit envoyé par les dieux comme un signe. Là, le monstre fait pleinement sens. Il fait sens au sens étymologique de signe, ce qui a très bien été rappelé ce matin. Et puis, il fait signe aussi, il fait sens aussi, je pense aussi à Malebranche, sur le monstre comme produit de l'imagination de la mère. Il témoigne de quelque chose, en fait. Il témoigne de quelque chose. Mais du coup, si le monstre fait sens dans une conception providentialiste du monde, en revanche, il est une menace pour ce qu'on appelle la théodicée. C'est-à-dire, si le monstre existe, Dieu est-il bon? Ou pourquoi Dieu a-t-il créé une créature monstrueuse? Comment réintégrer le monstre dans l'ordre providentiel? Ici, il y a plusieurs pistes qui ont été évoquées, notamment au XVIIIe siècle. Il y a eu des débats académiques très savants concernant justement cette intégration du monstre dans la providence. Joseph Duvernay explique dans les Mémoires de l'Académie des sciences que depuis les enveloppes jusqu'au plus profond des entrailles, tout y est d'un dessein conduit par une intelligence libre dans sa fin, toute puissante dans l'exécution et toujours sage et arrangée par les moyens qu'elle emploie. Donc ici, on voit une conception providentialiste du corps, de l'organisme, dans toutes ses dimensions. Et évidemment, concernant le monstre, cela pose un problème qui va être traité dans une polémique entre Winslow et Lemry. Winslow qui propose la thèse de la préformation des germes monstrueux, l'idée que les germes monstrueux étaient dans le plan divin dès le départ, ils ont été créés en même temps qu'Adam et Ève, etc., enveloppés. Et puis la thèse qu'on va appeler accidentaliste de Louis Lemry, qui soutient dès 1724, ici c'est une citation de 1738, qui explique que, en gros, le désordre ne peut avoir été l'objet d'un dessein, donc c'est nécessairement l'intervention d'une cause accidentelle qui a produit le monstre. Voilà. Contre l'idée des monstres dans le plan.
Alors, est-ce que, en disant que le monstre est un accident, on rend Dieu injuste? Non. Simplement, l'Emery propose une autre théodicée. Il nous dit, le monstre n'a pas été créé par la sagesse divine. Il faut laisser la sagesse divine en dehors de tout ça, en fait. Dieu n'y est pour rien. Mais d'autre part, évidemment, une telle approche ouvre cette désacralisation de l'embryologie, cet oubli de l'ordre providentiel qui régit le corps humain, et donc elle nous laisse, avec pour seule explication du monstre, le hasard, qui retrouve sa place dans la philosophie de la nature. Et c'est là que, en quelque sorte, le schéma providentiel, l'explication providentielle du monstre commence à trembler, en fait. Puisque, notamment Diderot en tirera pleinement les conséquences, en nous disant qu'à partir du moment où il y a une monstruosité, et il fait parler notamment dans la lettre sur les aveugles, le géomètre Sanderson, à partir du moment où il existe un aveugle, eh bien, il ne peut pas y avoir de Dieu bon. Voilà l'objection radicale que le monstre pose à la théodicée et à la providence. C'est-à-dire, si l'ordre est bon, s'il y a un divin architecte qui a veillé à tout organiser selon la plus grande sagesse, comment a-t-il pu laisser être une existence moindre, handicapée, minorée? Donc c'est la protestation de l'aveugle Sanderson qui tire en fait les conséquences de l'existence du monstre pour détruire en fait le cadre providentiel et la théodicée. Le monstre acquiert le statut de contre-exemple de la métaphysique. Il n'est plus un simple objet de connaissance, il est, je dirais, il milite en faveur de l'existence d'un monde sans Dieu. À tout le moins, un monde où nous ignorons tout des projets de Dieu. Peut-être qu'il existe, mais nous ignorons tout de ses projets. Ainsi, la question du monstre n'est pas de savoir s'il est ou non dans la nature, mais plutôt, une fois son existence attestée, puisqu'il est dans la nature, qui l'a permis ou pourquoi l'a-t-on permis? L'aplatissement du monstre par la science et par l'humanisme laïque que j'évoquais trouve sa raison dans l'absence de Dieu, c'est-à-dire dans l'inexistence de toute norme transcendante. Il ne nous reste pas d'autre solution que de travailler sur notre effroi. L'aplatissement scientifique et humaniste du monstre nous invite à évacuer la monstruosité, mais c'est là aussi que quelque chose résiste, que le débat politique s'impose. On n'a pas encore évoqué le domaine du monstre moral. En effet, autant mes étudiants, quand je leur parle, sont toujours très rétifs à accepter l'idée d'une monstruosité physique, il n'y a que des différences, autant la possibilité du monstre moral est quelque chose qui résiste. Le monstre moral est certes une exception aux normes, mais il n'est pas un fou. Il est parfois criminel par excès de rationalité, par la systématicité de son action. Aujourd'hui, le monstre peut être l'inhumain, le bourreau qui va administrer inflexiblement la mort, ou bien le colon obsédé d'une logique implacable de rentabilité, ou bien l'abattoir industriel, qui est beaucoup pointé du doigt. On peut penser ici à Arendt, qui, étudiant le procès d'Eichmann à Jérusalem, montrait une sorte de banalité du mal et montrait que le monstre était finalement celui qui péchait par excès d'obéissance aux règles. Alors, il y a peut-être une revanche de Sylla, si on peut reprendre le débat que nous avons eu tout à l'heure. Pourquoi ? Il y a quelque chose dans le mythe de Sylla qui nous a été retracé magnifiquement par Isabelle Jouter tout à l'heure. C'est qu'en fait, le mythe nous explique que si Sylla est punie, c'est parce qu'elle était abusivement vierge, excessivement vierge. Et donc on l'a punie en la transformant en chienne, en quelque sorte, en lui donnant un excès de lascivité. Une femme n'a pas le droit d'être
prude ou chaste. Elle doit se vouer aux appétits libidineux des hommes. C'est ça la leçon du mythe de Scylla, enfin, si la tords un petit peu. Or, donc revanche de Scylla, contre Gauguin, vous avez peut-être vu cette polémique qui vient de sortir, là, c'est tout chaud. Mais donc Gauguin, un article du New York Times demandait, c'est le moment d'annuler les expositions Gauguin. Gauguin, pédophile, qui s'est marié avec des jeunes femmes, des jeunes filles de 12 ans, 13 ans, qui a abusé de sa position de colon, etc. Donc voilà, on peut... Ce qui est intéressant, c'est que en moi, ça choque l'humanisme classique qui a été formé à vénérer les grands maîtres de la peinture. Et en même temps, manifestement, outre-Atlantique, c'est la personnalité même de Gauguin et la vénération qu'on peut encore lui vouer qui suscite l'effroi. Gauguin, donc, monstre moral, en fait. Revanche de Scylla, donc, que j'évoque. Voilà. Et je prends Gauguin, voilà. On ne va pas rouvrir toutes les boîtes, mais il y en a beaucoup. Donc, le monstre. J'utilise cet exemple pour dire historicité du normal, historicité du monstrueux. Il y a quelque temps, j'ai lu ce très beau livre d'Alice Domura-Dreger qui s'appelle One of Us, Conjoined Twins and the Future of Normal. Pardon pour mon accent, mais l'idée, c'est la suivante. Ce qu'on appelait autrefois les enfants siamois, les frères siamois, les sœurs siamoises, etc., elle les appelle des jumeaux conjoints, et je trouve l'expression très belle. Et elle nous invite à mettre en question, dans ce livre, notre parti pris, monadocentrique en quelque sorte, singleton-centrique, qui consiste à penser que quand on voit des jumeaux conjoints, ils sont forcément malheureux et que la meilleure chose à faire pour eux, c'est de les séparer. Et elle dit, lisons en fait les témoignages, les journaux qu'ont pu laisser ces jumeaux conjoints au cours de l'histoire, et voyons qu'en fait, constatons qu'en réalité, ils ont souvent aimé vivre ensemble. Donc, interroger notre singleton-centrisme. Et dans la fin du livre, elle évoque, elle dit elle-même qu'elle est atteinte d'un syndrome, le syndrome du double X qu'on appelle en général la féminité, et humour. Et elle évoque donc une manifestation, je suis en train d'essayer de traduire protest march, une manifestation qui a eu lieu sur le Capitole à Washington, qui est entouré d'escaliers, et où en fait des personnes très diverses, sans membres pour certaines, atteintes de syndrome de tremblement pour d'autres, bavant, se contorsionnant, rampant, ont monté les marches du Capitole. Et donc elle évoque cette affaire, une telle manifestation par des gens avec des anatomies inhabituelles peut frapper certains comme une freak parade, une manifestation de monstres en fait. Mais cela vaut le coup, dit-elle, de garder à l'esprit que le même genre d'insulte a été utilisé contre les suffragistes, les suffragettes, les femmes qui militaient pour le droit de vote au début du XXe siècle, les manifestants pour les droits civiques ou les activistes LGBT. De même, le traitement médical et social des enfants et des adultes avec des anatomies inhabituelles peut sembler être aujourd'hui au-delà de toute critique parce qu'il est bienveillant dans son intention, mais il fut un temps où les gens, où on envisageait que le paternalisme envers les femmes, c'est-à-dire la soumission de la femme à son père ou à son mari, et l'esclavage pour les personnes africaines ou afrodescendantes, était au-delà de toute critique parce que lui aussi, il était bienveillant dans son intention ou dans son inspiration. Donc, c'est tout à fait radical comme position ce qu'elle nous propose. Elle nous propose de changer notre regard sur le normal et le pathologique, de nous déshabituer en fait à nos réactions ataviques d'effroi. Le monstre paraît donc avoir été emporté avec le lait.
Tous les rapports sont beaux. Et l'anatomie même, la disproportion est belle. Il n'y a plus de canon, et celui qu'on appelait l'homme de Vitruve est bel et bien mort. Étrange destinée du monstre, devenu donc le simple synonyme de l'effroi moral. Celle-ci laisse entier le risque de produire le monstre, qu'il advienne par moi. Si l'on peut accepter d'engendrer n'importe quelle forme d'humain, et l'accepter en disant qu'il n'est pas monstrueux, qu'il n'est monstrueux que pour nous ou dans notre regard, sous notre regard, acceptera-t-on pourtant d'engendrer un tueur en série, un bourreau, un violeur? Je me souviens, quand j'étais petit, j'avais lu un magazine Spirou où il y avait une photo d'un petit enfant et on me disait « Cet enfant, c'est Adolf Hitler ». C'est ce qui nous rappelle qu'il a eu des parents aussi. C'est toute une histoire. Jusqu'où peut-on donc aller dans notre accueil des monstres anciens et nouveaux? Jusqu'où serons-nous véritablement anti-eugénistes et pluralistes? Je vous laisse sur cette question et je vous remercie pour votre attention. Merci pour ce panorama. Et puis justement, ça a permis d'aller de rejoindre tous les questionnements qui ont été soulevés cet après-midi et d'aller au-delà. Aussi de considérer la question de la beauté, en effet, et des normes, jusqu'à quel moment on accepte que la monstruosité devienne esthétique presque. Merci. Je me permets de prendre le micro parce que je dois malheureusement partir dans 5 minutes et je ne voulais pas partir voilà, sans dire que j'avais été très 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 intéressée par cet exposé très très riche et je ne sais pas si ça vous sera utile. En tout cas, moi j'ai été vraiment très très intéressée par tout le développement que vous avez fait sur la définition du monstre comme manifestation d'un surcroît de vie, d'un débordement de vie. Ça, c'est vrai que c'est une idée que je n'avais pas rencontrée sur ma route et elle m'a fascinée. Alors, en vous écoutant, j'ai pensé à 2 références que vous avez peut-être croisées sur votre route. Celle de Lucrèce qui définit le monstre justement d'une façon inverse, comme le non viable, c'est-à-dire la production des premiers enfantements de la nature, plutôt de la Terre vue comme une matrice géante, voilà, Gaïa, qui s'essaye à la production de formes, et donc les premières sont ratées, et donc non viables, et on passe ensuite à d'autres formes, celles des espèces animales qui, elles, sont définies au contraire comme viables. Donc le monstre, c'est le non viable chez Lucrèce. Et puis alors pour l'approche providentialiste du phénomène, c'est vrai que j'avais en tête aussi la vision des choses de saint Augustin qui au contraire va réhabiliter le monstre comme créature de Dieu et donc comme preuve justement de l'existence d'un monde organisé. C'est-à-dire que le monstre est aussi au cœur de tous ces paradoxes, d'où la difficulté qu'on a à le circonscrire. Voilà. Ben oui. Alors en fait, effectivement, je pense que le monstre non viable lucrétien, c'est une matrice très importante pour la pensée du monstre, jusqu'à Diderot y compris. Hein, c'est des lucrétiens, c'est des épicuriens. Le monstre comme créature du hasard, ou effet de la matrice de génération infinie des lois. C'est en ce sens que je disais le monstre est un individu et nous sommes tous des monstres, mais c'est exactement le même argument qu'on peut faire aujourd'hui avec la matrice aléatoire de génération, de variation, qui est le mutant en fait. Hein. Donc le monstre, le mutant, c'est le même combat, nous en sommes tous. Hein. Y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai que pour moi, disons que en gros, j'essayais de trouver des lieux ou des liens pour l'effroyable, en fait. Et il me semble que l'effroyable, aujourd'hui, il est moins dans la stérilité que dans l'hyperfécondité prédatrice, en fait. Hein. Voilà, c'est dans ce sens que j'ai voulu insister là-dessus pour essayer de montrer qu'il y avait, je pense, dans la science-fiction contemporaine,
un autre concept de monstrueux qui peut-être est, je sais pas, émergé, ou que le monstrueux se déplaçait en tout cas, voilà. Du coup, moi, ça me fait penser à quelque chose que j'ai noté tout à l'heure en vous écoutant. Est-ce que le monstre, du coup, ne pourrait pas être vu comme une erreur qui se produit dans un processus de la vie, d'une recherche permanente de formes nouvelles? Puisque, on le sait, l'évolution, c'est une recherche permanente de formes nouvelles, d'adaptation permanente au changement de l'environnement, des éléments. Et finalement, est-ce que le monstre n'est pas un élément qui se produit dans ce bouillonnement de vie et de la capacité qu'a la vie à générer des formes qui peuvent parfois être des éléments qui sont, comme pour Gaïa, des cul-de-sac, ou des éléments qui, au contraire, vont permettre l'émergence. C'est ce qu'on a avec les X-Men, dont je parlais d'ailleurs tout à l'heure. Finalement, l'idée qu'il y a une capacité à travers les monstres de produire quelque chose peut-être qui est en fait une évolution. Oui, bien sûr. Bon, c'est la figure du monstre prometteur un peu et intéressante. Je dirais, on voit bien autour de ces figures le retournement que j'évoquais dans l'historicité du normal. Alors, les X-Men, c'est très connu. Je voudrais citer un petit film de genre français qui s'appelle, je crois, Dans la brume. C'est avec Romain Duris, je crois. C'est Paris envahi de brume, vous voyez. Et en fait, ils sont juste au-dessus, voilà. Mais dans l'étage inférieur, enfermait leur fille, qui est en fait victime d'une pathologie qui est qu'elle vit dans une bulle. En fait, c'est une enfant bulle. Et en fait, bon. Manifestement, personne n'a vu ce film. Si. Donc, bon, en fait, il y a un retournement justement dans cette histoire sur quelle est la forme normale, en fait, ou qu'est-ce qui est appelé à être la forme normale, et où on voit que être atteint d'une pathologie dans un milieu, dans un environnement donné, peut être au contraire une promesse d'avenir si les conditions environnementales changent. Voilà. Je voulais pas le dire, mais. Voilà. Mais donc, on voit bien cette histoire de l'historicité du normal qui peut être mise en scène très bien par justement l'histoire de l'évolution. Qu'est-ce qu'une baleine? Qu'est-ce qu'un cétacé? C'est finalement des monstruosités terrestres qui ont trouvé leur niche. Et bien, de la même manière, on pourrait imaginer que dans l'espèce humaine, comme ça, il y a des formes de vie qui prospèrent en fonction du milieu, en fait, associé. Hein. Qui renversait la figure du monstre. En fait, le seul survivant, c'était lui le monstre à la fin. Et voilà. Ouais. Non, mais bien sûr, merci. Ouais. C'est un thème assez classique. Et ce qui est intéressant dans cette thématique du monstre, c'est qu'elle croise notamment fiction, biologie et voilà. Oui. Oui, Thierry, merci pour ton exposé. Et je me posais une question. Il me semble que dans le monstre moral, il y a eu un changement de mentalité dans les années 90, où on ne parle plus de monstre, sauf, on peut parler de monstre, c'est le criminel. Cet homme est un monstre. Mais ça, c'est dans le mal, mais aussi dans le bien. Cet artiste est un monstre qui crève l'écran. Ou ce sportif est un monstre de dynamisme. Donc il y a ce côté bien et mal où on emploie le mot monstre, mais plus dans l'aspect médical, anatomique. C'est Claire Fekete, qui était une chirurgienne pédiatrique, qui, justement dans ces années 90, dit il ne faut plus appeler des monstres joints, il ne faut plus appeler des monstres doubles, mais appeler des jumeaux joints ou des jumeaux conjoints. C'est elle qui lance, d'après ce que j'ai retenu, c'est elle qui lance cette idée de monstre conjoint.
Parce que c'était des monstres, quelque part, aussi, auxquels on peut donner une normalité, contrairement à beaucoup d'autres. Mais l'idée d'appeler un monstre cet handicap, il me semble, disparaît dans ces années pour avoir une autre exception. Et là, alors, partir alors, dans des tas de domaines et proliférer de plus en plus. Le tératologiste, il pouvait toujours appeler le monstre, puisque c'est quelque chose qui est très commun pour lui et qui ne lui fait pas peur, et qui est dans la normalité. Oui, d'accord. Donc il n'y a pas seulement le monstre dans l'horreur ou l'effroi, il y a aussi le monstre sacré qui nous sidère par son génie ou sa puissance. Ouais. Merci. Cette suggestion. Et tu ne penses pas aussi que la question du monstre moral, le fait qu'on n'emploie plus ça pour des criminels, ça soit aussi le fait qu'on remette justement... Parce que c'est un caractère, entre guillemets, ça excuserait la personne pour ses actes. On ne remettrait pas ça dans un cadre social, ouais. Etc. Et donc, le qualifier de monstre, c'est un peu le mettre à côté de la société, alors qu'en réalité, il est produit de la société, je ne sais pas. C'est une... Oui, alors les qualificatifs, c'est toujours délicat. On dit parfois, donc le monstre n'est pas un fou, en fait. Parce que le fou, on va lui accorder une excuse, peut-être que le monstre n'a pas. Donc... Oui, ou ça donne un caractère... Ou alors ça peut donner un caractère exceptionnel dans ce qui ne l'est pas forcément. Je pense aux violences faites aux femmes qui sont systémiques, et dans ce cas-là, on sortirait de ce cadre-là d'analyse. Peut-être. Oui, d'accord. Oui. Mais c'est vrai que le monstre, ça pointe toujours, malgré tout, dans ces contextes-là, une sorte d'atome singulier qu'on peut facilement exciper ou extirper de la société en l'éliminant ou en le reclusant. Voilà, mais donc toi ce que tu dis c'est qu'effectivement du coup il n'y a pas de dimension systémique effectivement dans un qualificatif de monstruosité. Ouais. C'est important. Moi, j'avais une question par rapport à la fin de votre conférence sur justement ouvrir la normalité pour accepter le plus. Est-ce qu'en ce moment, il n'y a pas aussi une sorte d'inverse dans le sens où chacun devenir monstre et accepter sa monstruosité? On voit ça notamment avec tous les discours souvent queer ou LGBTQI et autres, où justement l'anomalie devient non pas normale, mais on fait exception. Et c'est justement ce qui nous rend notre identité. Oui, bien sûr. En fait, ce que j'essayais de montrer à la fin, peut-être que je n'ai pas assez insisté là-dessus, c'est qu'il y a à la fois, du coup, une mise à plat totale de la monstruosité physique, c'est-à-dire en fait toutes les formes d'anatomie se valent, aucune norme transcendante ne doit réglementer, c'est toujours une intervention politique, esthétique, inadmissible sur les corps. Par exemple, je vais donner l'exemple de la grossophobie, voilà, dire que certaines conditions physiques sont périlleuses pour la santé, non, voilà. Donc il n'y a aucune norme transcendante, tous les corps se valent. Voilà. Et vous ajoutez une petite couche en disant, même plus ils sont différents, anomaux, scandaleux, mieux c'est en fait. Il y a cette valorisation de la différence. Mais ça, c'est la logique, je dirais, darwinienne du mutant, en fait. C'est-à-dire, effectivement, on est tous exceptionnels. Et donc, voilà, il faut souligner cette singularité. Mais donc, cette mise à plat des anatomies, ce refus de toute norme transcendante, etc., se redouble très étrangement, et c'est ça l'affaire Gauguin en quelque sorte, et toutes les autres aussi, par, un effroi redoublé concernant la monstruosité morale, c'est-à-dire une intolérance complète à certains comportements qui peuvent être jugés déviants par rapport à certaines normes éthiques. Et là, les deux tableaux sont manifestement compatibles, puisqu'ils coexistent parfaitement
dans certains mouvements, dans certains types de réflexions. Mais pour moi, qui analyse, disons, la dimension monstrueuse des deux affaires, j'aperçois d'un côté un aplatissement, ce que j'ai appelé un aplatissement, et de l'autre côté une inflation de la monstruosité morale qui est très déconcertante, en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut vider le monstre de sa dimension physique et le remplir de responsabilité morale? C'est très étrange. Parce que, en fait, effectivement, c'est ce que suggérait un peu. Alors, c'est peut-être pas ce qu'elle voulait dire, mais je vais lui mettre ça sur son dos, comme ça ne me retombera pas dessus. Mais on l'a vu dans le domaine physique. À partir du moment où le monstre est expliqué, ce qu'a fait la tératologie ou la tératogénèse, il est moins monstrueux, il est moins effrayant, il est en quelque mesure compris. Et donc, si on applique ça au champ moral, on peut effectivement sortir le monstre de sa singularité et avoir une sorte d'étiologie de la monstruosité morale en disant il y a un certain nombre de déterminants qui font que certaines personnes se trouvent... Et ça, c'est un tabou absolu, hein. C'est-à-dire l'idée que les sociologues se battent en permanence contre ça. Hein, non, expliquer en sociologie, ça n'est pas excusé. Hein. C'est très intéressant de voir. Alors qu'en fait, dans le domaine des sciences de la vie, des sciences de la nature, on a l'impression effectivement que l'explication est très fortement liée à une compréhension et donc une banalisation en quelque sorte. Mais dans le domaine des sciences humaines et sociales, on se... barricade contre cette possibilité-là que expliquer, comprendre, en fait, soit en quelque sorte excusé. Donc il y a des choses qui sont difficiles. Ouais. Je me permets de rebondir. Justement, là, plus par rapport au début de votre communication, et sur l'aplatissement par la science, dans les films de science-fiction, souvent c'est l'explication scientifique qui rend la chose vraiment monstrueuse. Et les représentations, justement, créées par la science, par exemple les parents d'ADN, comme on parlait. Je pense à Cronenberg aussi avec La Mouche. Et c'est vraiment ça qui rend en fait la chose monstrueuse, plutôt que le monstre lui-même. C'est l'explication par la science. Et justement, il y a peut-être pas tant un aplatissement qu'en fait une sorte encore de résurgence du monstre par la représentation scientifique. Mais, en fait, si vous pensez à La Mouche, est-ce que c'est vraiment la science qui rend la chose monstrueuse? Non, je pense que c'est le deuxième aspect de ce que évoquait Canguilhem quand il disait « le monstre est ce qui peut advenir par moi » ou « ce qui peut m'advenir ». Là, dans La Mouche, on a vraiment les deux épisodes conjoints. C'est ce qui pourrait m'advenir par ma propre responsabilité, par moi-même. Donc, ensuite, ce qui est très intéressant, si on reprend l'exemple de La Mouche, c'est qu'est-ce que c'est qui nous est donné à voir? Est-ce que c'est une simple mutation génétique? Est-ce que c'est une simple cas d'une singularité monstrueuse? Parce qu'en fait, il est, je ne sais plus quel est le terme, mais il est phobique de tous les modes de déplacement. Il ne peut même pas faire du vélo, par exemple. Donc c'est ça, et puis tout à coup, il se trouve capable de... Donc on voit bien ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question de... Il ne supporte pas d'utiliser un outil pour se déplacer, mais tout à coup, grâce à une mutation génétique, il est capable de se déplacer, il grimpe au mur, et voilà. Donc, l'outil intégré, voilà. C'est le fantasme de l'outil intégré. En même temps, ce qu'on voit, c'est le vieillissement aussi, tout simplement, qui nous est présenté. C'est-à-dire, c'est un homme qui nous fait un vieillissement accéléré, il passe par l'acmé de la quarantaine ou trentaine, je ne sais pas quel âge il a exactement, et tout à coup, il est super viril, voilà, il fait jouir des femmes, une femme, et puis, tout à coup, voilà, ça tombe de partout, ça se délite. Donc, qu'est-ce qu'on voit finalement ? La science, elle a très peu de rôle. En fait, elle sert d'arrière-plan en fait, pour nous dire bon, il y a du splicing, de l'épissage qui a eu lieu et qui produit ça. Mais c'est pas finalement, et c'est là que je reviens à mon hypothèse de c'est la vie qui est véritablement monstrueuse, parce que en fait, ce qui nous est donné à voir, c'est un ensemble de métamorphoses, de la même manière qu'en subissent les papillons, vous voyez, les chenilles. Donc c'est vraiment la purulence de la vie elle-même, c'est pas la monstruosité de la science qui nous effraie en fait. Pour aller plus loin sur cette histoire de monstres finalement qu'on accepte de plus en plus, moi je me pose la question du changement de société que nous vivons depuis maintenant
plus de 50 ans, qui est d'être passé finalement d'une société relativement communautaire, où il y avait une organisation sociale qui avait véritablement quelque chose de physique entre les individus, à finalement une individualisation de plus en plus forte au cours des années 60, 70, 80 et aujourd'hui. On est véritablement à un acmé, enfin, je ne sais pas si c'est l'acmé ou pas, mais on est arrivé à un point où l'individualisme est véritablement quelque chose de prégnant dans la société, et que du coup, cette façon d'aborder les monstres, qui était dans le cadre de la vision communautaire comme l'autre, celui qui n'est pas dans la communauté, est aujourd'hui peut-être quelque chose où on l'accepte, mais on l'accepte dans une forme d'indifférence. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans « c'est un autre », on est « oui, en fait, c'est un individu comme tous ceux qui m'entourent et qui n'ont finalement absolument aucune importance ». Alors, bon, c'est séduisant. En même temps, on pourrait dire que cet individualisme contemporain fait communauté, mais fait communauté de manière différente. C'est-à-dire il fait plus communauté sur le mode de l'agglomération identitaire, tout ce qui me ressemble, mais fait communauté sur le mode de, comment on peut dire, d'association contingente, tactique, stratégique, voilà, d'agrégat plus que d'essentiel, de communauté essentielle ou identitaire. Voilà. Donc bon, il y a ça. Donc il y a quand même des effets de communauté, des effets d'agrégation, et au sein de ces communautés, on peut dire spontanées ou contingentes, il y a malgré tout des effets d'exclusion très forts. Voilà. Essayez d'aller voir Polanski dans certaines salles à Paris, vous allez voir qu'effectivement il y a quand même de l'ostracisme en fait. Hein, voilà. Donc, mais voilà, sur le mode moral. Après, les formes d'évolution sociale, oui, je ne sais pas, elles doivent avoir un rôle à jouer dans tout ça. En même temps, je ne crois pas qu'il y ait, voilà, on peut dire qu'effectivement, il y a un affaiblissement général du système normatif qui s'est produit. Je ne sais pas, je parle de Marion Hazard, peut-être tu veux intervenir sur les aspects. Je sais pas, moi, sinon je vais resservir un peu d'Ehrenberg, un peu plat, quoi. Mais en gros, les pathologies à la fin du 19e siècle, c'est des névroses parce qu'on vit dans un carcan très fort. Et donc, alors qu'aujourd'hui, les pathologies, c'est trouver sa place dans un monde où rien ne vous attend, quoi. Voilà, donc, mais tu peux... Oui, pardon. Moi, c'était plutôt pour convoquer un philosophe auquel je m'attendais au vu de votre exposé qui est absent, c'est Nietzsche, puisque vous n'avez cessé de... Vous avez l'air consterné, alors ça me fait rire. Je ne suis pas Nietzschéen, rassurez-vous, je ne vais pas arriver avec un marteau pour détruire votre idole. Non, en fait, c'était parce que vous nous avez répété avec beaucoup de satiété que la vie était quelque chose qui excédait, qui débordait et même qui presque colonisait, en fait. Et on retrouve ça chez Nietzsche dans le sens où la vie, c'est de la pure domination. C'est quelque chose qui essaye de contrôler autre chose. Et c'est pour ça que je m'attendais à le trouver. J'ai attendu et je ne l'ai pas vu. Donc voilà, vous me direz pourquoi. Peut-être que vous l'avez simplement sapé. Hein. Après tout, Nietzsche n'est pas le philosophe. Hein. C'est un philosophe parmi tant d'autres. Et c'était aussi pour revenir finalement sur la question, parce que, sur la question qui sent de ce propos, c'est y a-t-il un monstre dans nos gènes? Et on pourrait répondre que oui, c'est le gène lui-même qui est un monstre finalement, puisque on retrouve une infinité de compositions qui provoquent la monstruosité sur le plan de l'apparence, sur le plan, qui va ensuite provoquer de la monstruosité sur le plan social et ainsi de suite. Donc finalement, le monstre, c'est nous, en ce que le gène nous forme. C'est pour ça qu'on est effrayé en voyant le monstre, parce qu'on peut se dire à la fois que le monstre,
c'est potentiellement nous, et en même temps que c'est nous, parce que nous aussi, nous sommes de la génétique, et finalement, ça nous ramène à la nature, nous ne la contrôlons pas, c'est elle qui nous contrôle. Et puis, il y a aussi cette découverte récente, alors je ne sais pas, il y a des spécialistes dans la salle, donc je pense que je vais peut-être me faire taper dessus, mais ils sont gentils, j'espère. J'ai vu quelque chose comme le fait que l'ADN humain est composé avec une grande partie d'ADN de bactéries, que finalement l'ADN humain n'est pas humain pur, il est un composite de plusieurs ADN, et ça fait un tollé quand j'ai lu un article qui en parlait, parce qu'on se disait, mon Dieu, l'humain n'est pas sacré, bon, on était déjà au courant, mais là, l'humain n'est même pas humain, il est un assemblage avec d'autres choses, et finalement, on retrouve ce côté, le gène est un monstre, parce que non seulement on est un monstre sur le plan génétique, mais en plus on est un monstre parce qu'on est génétiquement composé d'autres choses. Enfin voilà, j'espère que j'ai pas assommé tout le monde, parce que c'est la fin de la soirée. Non, merci. Alors, comment dire, sur Nietzsche, c'est un philosophe que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune. C'est peut-être un enthousiasme de jeunesse, mais c'est vrai que l'idée, effectivement, de philosopher à coups de marteau, c'est toujours drôle quand on a 18 ans. Bon, après, comment dire, chez Nietzsche, je continue à le lire, à le fréquenter, à faire des coups de sonde dans son œuvre. Après, c'est un auteur que je trouve très difficile, parce que justement, entre l'éclat poétique et puis une sorte de soupe post-darwinienne un peu mal digérée. Bon, quelle est l'originalité de Nietzsche là-dedans ? Voilà, effectivement, Nietzsche, je trouve qu'il entre bien dans... il peut très bien illustrer certaines choses que j'ai dites, et j'aurais pu le citer éventuellement, mais comment dire, c'est pas un instrument pour moi pour penser des choses voilà, que j'avais envie de vous dire ce soir. Donc, je vais laisser de côté, mais effectivement, il y a des passages qu'on aurait pu mobiliser. Après, moi, il y a des choses que je trouve très excitantes d'un point de vue érotique, mais beaucoup de moins d'un point de vue philosophique. Quand il parle de la bête blonde, vous voyez, c'est un truc qui peut susciter un certain émoi. Mais bon, voilà, c'est un auteur quand même qui a trempé dans plein de choses, dont on peut chercher à le dissocier, mais malgré tout, moi, j'étouffe un peu en lisant certaines pages. La généalogie de la morale, je trouve ça infréquentable, et ainsi parlait Zarathustra, impénétrable. Donc, il y a malgré tout beaucoup de textes qui sont passionnants, mais voilà. Donc, pourquoi je ne parle pas de Nietzsche ? En tout cas, je n'en ai pas parlé ce soir. Ensuite, les gènes. La nature, nous ne la contrôlons pas, c'est elle qui nous contrôle. En tout cas, c'est ça qui est proposé. Je crois qu'en fait... voilà, on a vu tout à l'heure une définition d'homogène qui était une question de séquence codante qui était traduite en protéines, si je ne m'abuse. Mais il y a plein d'autres définitions. Gène, c'est un des mots qui a le plus de définitions en biologie, et on en a inventorié au moins 21, je pense. Enfin, il y a des articles qui les recensent. Et notamment, on peut faire insister sur la relation entre gène et environnement, en fait. Donc, sur cette relation... dialectique. Ça a été un peu suggéré, je pense, tout à l'heure, quand on a dit, avec beaucoup de prudence, que, oui, un gène ne sert pas qu'à une seule chose, un gène ne travaille pas seul. Voilà, donc, sur cette critique d'une vision trop littérale d'un gène comme une unité de signification qui pourrait être, en quelque sorte, détachable, déjà de son contexte génétique ou chromosomique, c'est-à-dire le gène, il intervient dans une séquence, dans des boucles de rétroaction, en interaction avec d'autres gènes, etc. Donc le gène, déjà, c'est pas un élément clé qui contient un sens intangible, il est déjà pris lui-même dans un ensemble de boucles ou de biologie des systèmes, d'ensembles rétroactifs. Voilà, donc... il est déjà, même si on considère la cellule et l'intérieur de l'organisme, dans un milieu, dans un environnement. On n'a pas parlé d'épigénétique, mais ça fait aussi partie de certains aspects de ça. Un petit peu, ouais. Donc, voilà. Donc, l'idée que nous serions contrôlés
par les gènes, c'est quand même quelque chose de très problématique et aussi d'idéologiquement marqué. Enfin, dernier point sur l'ADN humain qui serait ADN de bactéries. Bon, je ne connais pas cet article, mais on nous a déjà fait le coup il n'y a pas longtemps avec... ça fait un moment qu'on nous fait le coup avec l'ADN humain, c'est 99,x% de l'ADN de chimpanzé. Voilà. Donc, l'idée qu'il n'y a pas de singularité génétique absolue, que nous sommes le produit d'une lignée. Ensuite, également, le fait que l'individu ne soit pas une entité autonome, mais qu'il fonctionne de manière symbiotique, avec d'une part les symbiontes que sont la flore intestinale, sans lesquelles nous ne pourrions pas vivre, mais aussi à l'intérieur de la cellule, avec les mitochondries, qui sont des éléments bactériens intégrés dans le fonctionnement même des cellules. Voilà, il y a tout ça qui fait que, la dimension symbiotique, c'est-à-dire collaborative de la vie, elle est aussi importante. Je ne l'ai pas assez souligné dans mon exposé, mais parce que je travaillais sur les aspects monstrueux, pas sur les aspects sympathiques. Sinon, c'est une autre conférence, la vie sympathique. Coopérative, symbiotique, inclusive. Je vais juste rajouter un mot, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Richard. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Si on prend tous les êtres, et je dis bien tous les êtres vivants sur cette Terre, tous sans aucune exception, fonctionnent avec le système que j'ai décrit. ADN, ARN, protéines. C'est-à-dire qu'on a un système qui est sur le même code. Ce code, il fonctionne pour tous les êtres vivants. Donc, quand on dit qu'on a de l'ADN de bactéries, c'est simplement que nous fonctionnons exactement comme fonctionnent les bactéries, avec une complexité multipliée par 100 millions, mais nous sommes exactement des êtres qui fonctionnent sur les mêmes principes de base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modification entre la bactérie et nous sur ces principes-là. Après, évidemment, l'ADN de la bactérie est beaucoup moins complexe que l'ADN de l'être humain, qui a des régulations, comme vous le disiez à l'instant, beaucoup plus complexes, avec des systèmes de boucles et ainsi de suite, qui existent également chez la bactérie, mais à un niveau beaucoup plus faible. Voilà. Donc nous fonctionnons de fait de la même manière, parce que nous sommes tous issus d'un organisme qui a tout d'un coup découvert la capacité de reproduire ces protéines en conservant la mémoire des choses qui fonctionnaient. Voilà. C'est ça qui est la vie. La vie, c'est cette mémoire qui permet de donner à d'autres le système qui fonctionne. Et donc, on fait passer d'un individu à un autre ces éléments-là de manière à conserver la mémoire de ce qui fonctionne. Et puis de temps en temps, il y a des erreurs. C'est ça, derrière l'unicité du code, il y a l'argument de la parenté généalogique aussi. Bien sûr. Bonsoir. Merci pour votre exposé. Alors, je ne sais pas si c'est votre domaine de recherche ou pas. Moi, je suis médiéviste et donc je m'interrogeais si vous auriez des éléments au sujet de la philosophie médiévale. Qu'est-ce que la philosophie médiévale nous dit du monstrueux ? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Non, la philosophie médiévale, plus encore que Nietzsche, c'est la grande oubliée des études philosophiques. Et non, je ne saurais pas vous dire des choses pertinentes sur ce sujet. C'est vrai que dans ma culture, le plus médiéval que je connaisse un peu, c'est Augustin. Puis après, j'ai rien avant le XVIe siècle, quoi. Donc, j'ai un peu travaillé sur saint Thomas, mais j'ai pas de passage sur les monstres là comme ça qui me vient en tête. Sur la généalogie des fœtus, ouais. Sur la descente de l'âme à différents niveaux, ouais. Mais sur le monstre en tant que tel, je sais pas. Mais sur l'hybride, parce qu'on voit énormément de représentations. On voit énormément de représentations des hybrides, que ce soit au niveau des cathédrales, des églises ou dans les marges des manuscrits, surtout à partir de l'époque romane, avec justement les sirènes dont on a parlé, qui
deviennent des femmes serpents, des femmes poissons, qui symbolisent leur lubricité. On a ces marges. C'est un élément très important, en fait, c'est la symbolique, je pense. Oui. Le monstre comme symbolique, c'est-à-dire comme représentant plus et autre chose que lui-même. Donc ça demande une interprétation qui n'est pas simplement liée justement à la nature biologique de ce qui est montré. Mm-hmm. Donc ça, dans ce que montrait M. Fischer tout à l'heure, il y avait des choses assez claires, par exemple sur la structure en Y, en disant ça symbolise la vertu. Ou, voilà, il y a une herméneutique à laquelle on n'est pas forcément rompu, en fait, parce que précisément on n'a pas toujours les codes, mais je pense que de la même manière que les fables, dans les fables, les animaux ne fonctionnent pas selon leur éthologie, mais fonctionnent en tant que symbole de vertu. Il me semble que de la même manière, les différents peuples qui sont représentés, comme les sciapodes ou les, comment dire, avec grosses têtes, ou je ne me rappelle plus de leur nom, les mégalocéphales, les Patagons, ou voilà, toute cette anthropologie, ethnographie monstrueuse, elle fonctionne moins comme une description ethnologique précise que comme une géographie symbolique, fantasmatique, et aussi voilà, des péchés et des vertus, en fait. Hein. C'est pas une ethnologie, c'est une anthropologie au sens de discours général sur l'être humain qui est proposé. Oui, merci. Oui, je voulais rebondir sur ce qui était dit tout à l'heure dans le lien entre le vivant et le monstre, et cette idée que le monstre finalement est intrinsèquement humain, avec ce qui était dit du monstre moral, et avec l'abord de la psychologie et de la psychanalyse qui peut aller dans le sens justement de la potentialité du monstre moral chez tout humain, et notamment quand on lit par exemple l'échange entre Einstein et Freud, qui relie donc la médecine et la psychanalyse dans l'échange Pourquoi la guerre, qui a été écrit justement après la Première Guerre mondiale, où on a toutes ces explications au niveau psychique de la possibilité de barbarie de tout humain, de la présence dans la théorie de Freud à ce moment-là, de la pulsion de mort et de la destructivité chez tout sujet, qui va être contenu, limité par le social, par le cadre, par les règles, mais qui finalement peut déborder et créer un monstre chez n'importe qui, à tout moment, lié au contexte, lié à quelque chose qui va déborder à un moment donné. Donc qui montre aussi toute cette dynamique et le côté vivant du monstre. Oui, alors ça c'est peut-être, comment dire, en gros, peut-être la question que je n'ai pas assez posée et qui est importante, c'est est-ce qu'il y a des graines mauvaises, en fait, fondamentalement mauvaises, hein. C'est ça, en fait. On peut lire la problématique, le débat entre Winslow et Lemery comme ça, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des graines fondamentalement mauvaises et qui sont de tout temps vouées à devenir des monstres, quel que soit le milieu dans lequel on les pose, en quelque sorte. Et là, ce serait ça, le monstre caché dans les gènes, hein. Il y aurait vraiment une combinaison qui serait nocive, hein. Donc on verrait ça, on pourrait avoir différentes manières de l'expliquer. Voilà, il y a la version génétique, la version providentielle, en disant voilà. Mais en tout cas, le monstre, donc, par nature, en fait, voilà, comme germe mauvais. Et puis, disons, c'est ce qui serait plus la version freudienne, des individus qui sont tous pluripotentiels, en fait, et qui, en fonction des circonstances dans lesquelles on les place, se bloquent à certains stades, s'engagent dans certaines voies, mais sans que rien, a priori, ne les singularise ou ne les prédispose. C'est-à-dire, reprenons cette graine et mettons-la ailleurs, et elle ne donnera pas du tout le même résultat. Donc, peut-être ici, il y a quelque chose, je ne sais pas, un arbitrage assez fondamental qui mériterait d'être repris ou exploré, en fait, hein, parce que la vision... ce qui est intéressant, en fait, et dangereux, en fait, dans la version génétique de tout ça, c'est que même s'il y a les relations entre gènes et milieu, et qu'un gène se développe, malgré tout, il y a des prédispositions.
Donc la prédisposition, c'est en quelque sorte la version atténuée du germe mauvais, en quelque sorte. Donc, il y a cette idée qu'en fait, l'environnement n'est pas tout puissant malgré tout. Il y a des voies qui sont déjà pré-engagées, qui seraient pré-inscrites dans certaines constitutions génétiques. Donc voilà, les généticiens, même les plus ouverts, les plus de gauche, je pense à Pierre-Henri Gouillon par exemple, ils disent assez volontiers, par goût de provocation, que le goût pour le tricot par exemple est tout à fait génétiquement corrélé, parce qu'en fait, effectivement, on peut faire des excellentes prédictions pour la pratique du tricot en fonction de la possession ou non du chromosome, du double chromosome X en fait. Idem pour... les individus qui pratiquent le tricot sont tous marqués du syndrome double X. De la même manière, parfois, voilà. Bon. Donc, en tout cas, dans certaines sociétés. Donc, ça me rappelle cette anecdote que j'avais trouvée formidable. On avait fait une étude, je crois que c'était dans les années 80, sur la présence d'un syndrome dans lequel il y avait un deuxième Y. Et on avait voulu relier ça à la notion de violence, en disant les gens qui ont un deuxième Y sont plus violents que les autres. Et donc, pour prouver la chose, on avait été dans les prisons et on avait regardé les gens qui avaient plusieurs Y. Et on avait trouvé un taux de 2Y qui était quand même pas négligeable. Et on avait dit, ça y est, on a trouvé l'explication de la violence, c'est ce deuxième Y. Et puis, il y a quand même des gens qui ont un petit peu levé le doigt en disant, ça va pas, on peut pas travailler comme ça, et qui ont décidé d'aller regarder dans la population générale. Et, aux surprises, on a trouvé exactement le même taux de gens qui avaient 2 Y. Donc voilà, c'est tout à fait... la génétique, évidemment, n'a absolument aucune capacité à expliquer ces choses-là. Il faut être parfaitement d'un cynisme absolu pour se jeter sur ce type d'explication, pour effectivement mettre en place des structures qui sont en fait des structures sociales. On a bien compris. Bon, on va terminer parce qu'il y a du personnel que vous ne voyez pas, mais qui est là, et il faut qu'on ferme boutique à un moment. Et un grand merci, donc Marine, Nicolas pour l'organisation, et Richard Guérino d'avoir tenu bon jusqu'à toute l'après-midi à nous proposer ce regard décalé. Merci beaucoup. Merci Thierry pour ta conférence. Bonne soirée à toutes et tous. Et à bientôt.